Le sergent Michael O'Connell, un soldat américain de 21 ans, avait promis à sa femme, Sophia, et à leur jeune fille, Luna, qu'il rentrerait sain et sauf de la guerre en Afghanistan, mais il n'a jamais tenu parole. Il a été déclaré mort au combat, porté disparu lors d'une embuscade brutale dont personne n'aurait survécu, et son corps n'a jamais été retrouvé. Pour l'armée, il n'était qu'une victime parmi d'autres dans une guerre lointaine. Pour Sophia, l'absence de corps devint une torture, 9 ans de veille, accrochée à un espoir presque éteint qui consuma sa vie. Le monde continua d'avancer. L'affaire fut classée sans suite, et l'histoire de Michael n'en fut plus qu'un lointain écho. Jusqu'à ce qu'une nuit blanche, alors qu'elle parcourait son téléphone sans but précis, un profil Instagram avec une photo impossible change tout. L'image révélait non seulement que l'homme qu'elle aimait était vivant, mais qu'il avait construit une nouvelle vie sur les cendres de la sienne, révélant une vérité bien plus complexe et douloureuse que la guerre elle-même. Et ce qui s'est passé à la fin de cette histoire, eh bien, vous voudrez le voir par vous-même. Mais avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. Le souvenir de cet adieu était aussi vif dans la mémoire de Sophia que s'il s'était produit la veille. Michael, avec son uniforme impeccable et ce sourire qui la calmait toujours, s'agenouilla pour serrer Luna, 4 ans, dans ses bras. « Je serai de retour avant que tu ne t'en aperçoives, ma princesse, » lui dit-il. Il donna un dernier baiser à Sophia, un baiser chargé de promesses et d'un avenir qu'ils avaient tous deux planifié depuis leur amour de lycée. Un avenir qui s'évanouit quelques semaines plus tard avec l'arrivée de 2 officiers à sa porte, porteurs d'un télégramme et de mots froids et répétés sur l'honneur, le sacrifice et une embuscade dans une vallée reculée. Le rapport officiel était accablant et confus. Le peloton de Michael avait été attaqué, une explosion massive, suivie de combats intenses. Aucun survivant n'avait été confirmé. Quelques corps avaient été retrouvés, mais celui du sergent O'Connell n'en faisait pas partie. Présumé mort, l'affaire était classée. Mais Sophia ne l'a jamais classée. L'absence de tombe est devenue le point d'ancrage de son déni. Elle se consacra corps et âme à l'éducation de Luna, comblant l'absence de son père d'histoire d'héroïsme et d'amour inconditionnel, tout en cherchant, priant et espérant secrètement chaque nuit. Cette nuit-là, comme tant d'autres, l'insomnie la conduisit à la lumière bleue de son téléphone. C'était une forme d'évasion, un portail vers la vie d'autres personnes, des vies qui n'étaient pas figées dans le temps comme la sienne. Son doigt glissa sans but sur l'écran jusqu'à ce que l'algorithme d'Instagram, dans sa sagesse infinie et impersonnelle, lui suggère un profil, swipe vers Williams. Le nom ne lui disait rien, mais la photo de profil d'un portrait ensoleillé d'une femme blonde attira son attention. Elle ouvrit le profil. La biographie était simple, infirmière, maman d'Oliver, Londres, Royaume-Uni. La première photo montrait un jeune enfant soufflant les bougies d'un gâteau. La deuxième, un paysage de la campagne anglaise. La troisième fit s'arrêter le monde de Sophia. L'image montrait la même femme blonde, Emma, souriant à l'objectif, à côté d'elle, un homme la serrant dans ses bras et arborant un sourire que Sophia reconnaîtrait dans n'importe quelle vie. Il était plus âgé, avec de fines rides autour des yeux, mais c'était bien lui, c'était Michael, et dans ses bras, il tenait le petit garçon avec le gâteau. Le téléphone faillit lui tomber des mains tremblantes. Un hoquet la serra et elle se couvrit la bouche pour ne pas réveiller Luna. Elle agrandit la photo, scrutant chaque pixel du regard, cherchant une imperfection, une explication, mais il n'y avait pas d'erreur. C'était sa mâchoire, ses yeux, la forme exacte de son sourire. Le cœur battant à tout rompre, elle lut la légende, écrite quelques heures plus tôt, encore un week-end parfait avec Milam et notre petit Oliver. Sophia fixait l'écran, l'air s'échappant de ses poumons. L'homme qu'elle avait pleuré pendant 9 ans était non seulement vivant, mais il vivait heureux avec une autre famille, dans un autre pays et sous un autre nom. Elle répéta ce dernier mot dans un murmure, Liam. Le mot résonna dans la pièce silencieuse. Liam n'était pas un nom, c'était un effacement, une gomme qui, en un instant, avait effacé 9 années de deuil, de souvenirs, d'identité. Le choc initial de Sophia se transforma rapidement en une détermination inébranlable. Elle n'était pas veuve,
Et la femme sur la photo n'était pas la nouvelle compagne d'un veuf, c'était l'épouse de son mari. Les mains encore tremblantes, elle frappa à la porte de la chambre de sa fille. Luna, alors âgée de 13 ans, avait grandi dans l'ombre d'un père héroïque mais absent. « Quoi de neuf, maman ?» demanda-t-elle en entrant dans la pièce et en voyant le visage pâle de sa mère. Sofia ne dit rien, se contentant de lui tendre le téléphone. Les yeux de Luna s'écarquillèrent. Contrairement à sa mère, elle ne ressentait pas de douleur, mais plutôt une curiosité analytique, celle d'une génération qui a grandi avec le monde numérique entre ses mains. « Qui est Liam Williams ?» a-t-il demandé. Pour comprendre l'existence de cet homme, il faut remonter 9 ans en arrière, dans la poussière et le chaos d'un hôpital de campagne en Afghanistan. Là, un soldat s'est réveillé dans un océan de confusion. Il ne connaissait pas son nom. Il ne se souvenait plus de son visage ni de la vie qu'il menait avant que l'explosion ne le plonge dans les ténèbres. Son uniforme était déchiré, sa plaque d'identité perdue à jamais. Lorsqu'elle essayait de parler, un étrange mélange d'accents sortait de sa bouche, mi-américain, mi-britannique, un casse-tête phonétique qui déconcertait tout le monde. Son seul point d'ancrage dans cette réalité floue était une jeune infirmière bénévole du Royaume-Uni, Emma Williams. À seulement 22 ans, Emma était bouleversée par l'horreur de la guerre, seule et à des milliers de kilomètres de chez elle. Jour après jour, elle prenait soin du soldat anonyme, et de sa vulnérabilité naquit un sentiment. Elle tomba amoureuse de sa force tranquille. Il s'accrochait à sa gentillesse comme un naufragé à une planche. Dans le chaos bureaucratique de la zone de guerre, l'identifier s'avéra impossible, c'était un fantôme. Et Emma, terrifiée à l'idée que la bureaucratie le lui enlève ou qu'il meure avant d'être identifié, prit une décision. Un mensonge né de la peur et d'un amour désespéré. « Tu étais volontaire ?» lui chuchota-t-elle un jour lorsqu'il lui demanda qui elle était. « Britannique, tu n'as pas de famille, c'est pour ça que tu es venu. On s'est rencontrés il y a quelques semaines. On avait quelque chose ici. » Le mensonge était simple, mais dans son esprit vide, il devint la seule vérité. De retour au présent, au Texas, ce mensonge s'effondrait à des milliers de kilomètres. Luna, dotée d'une habileté numérique qui stupéfia Sofia, commença à tirer sur le fil. Liam Williams, 40 ans, fondateur et PDG de Williams Innovation, une entreprise de logistique londonienne, luait la voix tandis que ses doigts parcouraient le clavier. Ils trouvèrent des articles sur sa réussite, des profils d'entreprise, mais presque rien de personnel. C'était un homme qui, malgré son succès, semblait farouchement protecteur de sa vie privée. Forte de ces nouvelles informations, Sofia fit ce qu'elle pensait être la bonne décision. Elle contacta à nouveau l'agent de liaison de l'armée américaine, celui-là même qui lui avait présenté ses condoléances des années auparavant. La voix tremblante d'émotion, elle expliqua ce qu'elle avait trouvé les photos, le nom, l'entreprise à Londres et la réponse à l'autre bout du fil fut un choc glacial. « Madame O'Connell », dit l'officier avec une patience condescendante. « Nous comprenons votre douleur, mais cela fait 9 ans. Les cas de ressemblance extraordinaires sont tragiques, mais ils existent. Le sergent O'Connell a été déclaré mort au combat. Nous vous suggérons respectueusement d'accepter la clôture de l'affaire pour votre tranquillité d'esprit. » L'appel prit fin. Sofia resta plantée là, le téléphone à la main, ressentant une rage qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Le système que son mari avait servi l'abandonnait à nouveau. On l'avait traitée de veuve, on l'avait traitée de délirante, mais maintenant elle savait la vérité, elle n'était pas folle. Et si personne ne l'aidait, elle trouverait les réponses toute seule. Il s'assit devant son ordinateur, l'écran illuminant son visage déterminé. Il ouvrit le site web d'une compagnie aérienne. Luna l'observa en silence, comprenant que quelque chose avait changé à jamais. En quelques clics, l'email de confirmation arriva, objet, son vol pour Londres, destination, LHR, type de billet, aller simple. La chasse était ouverte. L'aéroport d'Heathrow accueillit Sofia sous un ciel gris et un dédale de couloirs impersonnels. L'air était froid et humide, et les sons environnants étaient un murmure d'accent britannique qui semblait étrange et lointain. Chaque visage dans la foule lui rappelait sa solitude.
Elle était dans son pays, dans sa ville, mais elle se sentait comme une envahisseuse sur une planète étrangère. Après avoir récupéré une modeste voiture de location, elle s'assit au volant, les mains serrées contre elle comme si c'était sa seule bouée de sauvetage dans cet océan d'asphalte. La mission, qui pendant 9 ans avait été une prière silencieuse, avait désormais une carte et une destination. Tandis que Sophia se frayait un chemin à travers la circulation dense de Londres, à quelques kilomètres de là, dans une maison confortable du quartier de Richmond, la vie d'Emma Williams se déroulait avec un calme trompeur. Son fils de 2 ans, Oliver, empilait des blocs de construction sur le tapis du salon pendant qu'elle préparait une tasse de thé. La maison sentait le pain grillé et le bonheur familial qu'elle avait si laborieusement construit. Elle alluma la télévision pour regarder les informations du matin, un bruit de fond dans sa routine, mais celle-ci fut bouleversée par l'apparition d'un reportage sur un nouveau mémorial en hommage aux soldats britanniques et alliés tombés en Afghanistan. Sa tasse de thé s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres et son souffle se coupa. Elle revit les images d'archives, les uniformes, le paysage désertique et, l'espace d'un instant, la panique glaciale qui sommeillait en elle menaça de déborder. D'un geste brusque, presque violent, elle attrapa la télécommande et changea de chaîne pour un dessin animé. Oliver ne broncha même pas, mais Emma se tenait au milieu du salon, le cœur battant. Elle aimait Liam de tout son être, mais elle savait que leur vie parfaite était construite sur un champ de mines, et chaque jour, elle craignait le faux pas qui ferait tout exploser. Elle ignorait qu'à cet instant précis, une femme de l'autre côté de la ville avait déjà allumé la mèche. Sophia passa sa première journée à Londres en tant que stratège, et non en touriste. Sous le nom de l'entreprise que Luna lui avait fournie au Williams Innovation où elle se rendit dans le quartier financier. Le bâtiment était une tour de verre et d'acier imposante, monument à la réussite de l'homme dont elle se souvenait jeune soldat. Elle s'installa dans un petit café de l'autre côté de la rue, un poste d'observation d'où elle scruta l'entrée pendant des heures. Elle observa les cadres aller et venir, de plus en plus intimidés. Michael était non seulement vivant, mais il avait prospéré dans un monde qui lui était totalement étranger. La journée passa sans qu'il n'apparaisse. Frustrée, mais pas vaincue, Sophia revint le lendemain. Cette fois, elle avait un plan. Elle aperçut un groupe de jeunes employés qui sortaient fumer. Elle en repéra un qui semblait amical et s'approcha de lui avec un sourire répété. « Excusez-moi, ça va vous paraître vraiment bizarre, commença-t-elle, feignant une timidité qu'elle ne ressentait pas vraiment. Je suis une ancienne camarade de fac de Liam Williams. Je suis de passage en ville et je voulais lui faire une surprise, mais il ne semble jamais être là. » Le jeune homme, flatté par l'attention, sourit. « Ah, le patron. Non, il ne vient presque jamais au siège. Il a son propre bureau à la maison. Il est plus productif là-bas. Un génie, cet homme. » Le cœur de Sophia fit un bond dans sa poitrine. « Waouh, je ne le savais pas. » Le jeune homme, voulant se rendre utile, ajouta. « Oui, il habite à Richmond, un beau quartier. Je n'ai pas l'adresse exacte, bien sûr, mais il gère toute l'activité principale depuis là-bas. » C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle le remercia chaleureusement et s'éloigna avant qu'il puisse poser d'autres questions. De retour dans la sécurité de sa voiture, Sophia ressentit un sentiment de triomphe mêlé de terreur. Richmond, le nom du quartier. Grâce à cela et au nom complet de l'entreprise, Luna trouverait bientôt l'adresse exacte grâce aux registres commerciaux en ligne. Quelques heures plus tard, le message de sa fille arriva avec une adresse et un lien vers Google Maps. Sophia l'enregistra dans le GPS de son téléphone. La voix robotique annonça la distance, 12 km. 9 ans de recherche, réduit à 30 minutes de route. Ses mains tremblaient tandis qu'elle fixait la ligne bleue serpentant sur l'écran, un chemin qui la mènerait droit au cœur de l'incendie. Son doigt planait sur le bouton de démarrage. Était-elle vraiment prête à découvrir ce qui l'attendait au bout de cette route? Sophia appuya sur le bouton de démarrage de son téléphone. Une voix féminine à l'accent britannique commença à lui dicter des directions, la guidant à travers les rues de Londres. Chaque virage, chaque rond-point la rapprochait d'une destination qui occupait son esprit depuis près de 10 ans.
Les 30 minutes de trajet lui semblèrent une éternité et, en même temps, un instant. Son cœur battait comme un tambour contre ses côtes, une symphonie de peur, d'espoir et de fureur qu'il n'osait nommer. Il se demandait ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire, crierait-il? Pleurerait-il? Ou resterait-elle simplement là, telle une apparition venue d'une vie qu'il avait complètement oubliée? Le GPS la guida jusqu'à Richmond, un quartier de rêve aux maisons élégantes et aux jardins méticuleusement entretenus. La voix robotique annonça: « Vous avez atteint votre destination. » Sophia arrêta la voiture au bout de la rue, d'où elle pouvait observer la maison sans être vue. C'était une maison de 2 étages en briques rouges, avec de grandes fenêtres et une porte bleu vif. Elle était magnifique, c'était le genre de maison dont elle et Michael avaient rêvé de posséder un jour au Texas. Une boule se forma dans sa gorge. Ils n'avaient pas seulement survécu, il avait vécu le rêve qu'ils étaient censés construire ensemble. Elle se gara et coupa le moteur. Le silence dans la voiture était absolu, seulement troublé par sa propre respiration rauque. Et puis, à travers la clôture en bois qui entourait le jardin, elle les aperçut. La scène était si idyllique et ordinaire qu'elle en était brutale. Un petit garçon, Oliver, courait sur la pelouse impeccablement entretenue, poursuivant un ballon de foot. Derrière lui, le poussant doucement du pied, se tenait Michael Williams. Il portait un simple t-shirt et un jean, et son rire, un rire que Sophia n'avait pas entendu depuis 9 ans, flottait dans l'air du soir. C'était le même rire profond et sincère dont elle se souvenait. Le bruit la frappa avec la force d'une onde, la coupant le souffle. Elle regarda Emma sortir de la maison, portant un plateau de verre de limonade. Michael s'approcha d'elle, passa son bras autour d'elle et l'embrassa sur le front, un geste désinvolte et intime, empreint d'une histoire commune qui n'était pas celle de Sophia. À cet instant, le cœur de Sophia se brisa en deux. Une part d'elle-même était submergée d'une joie pure et irrésistible, il était vivant, en bonne santé et heureux, le cauchemar de l'imaginer mort dans un ravin afghan s'estompa, et un immense soulagement l'envahit. Mais l'autre partie de son cœur se tordait d'une douleur si vive qu'elle lui coupait le souffle. C'était la douleur de la trahison, de la jalousie, de voir la vie qui aurait dû être la sienne vécue par une autre femme. Le héros qui avait pleuré était devenu l'heureux époux d'une autre. La réalité était infiniment plus cruelle que l'incertitude. Elle se tenait là, figée, spectatrice silencieuse de sa propre vie volée. Elle regardait Michael soulever Oliver dans les airs, tandis que le garçon riait aux éclats. Elle regardait Emma caresser les cheveux de son mari. Chaque geste d'amour était un poignard dans le cœur de Sophia. Soudain, Oliver frappa le ballon trop fort, il roula sur l'herbe, passa par-dessus une haie et s'arrêta sur le trottoir. À quelques mètres de la voiture de Sophia, Michael rit et dit quelque chose à Emma avant de se diriger vers le portail du jardin pour récupérer le ballon. Sophia halta, se redressant sur son siège, le pouls battant à tout rompre. Il ouvrit la petite porte en bois et sortit sur le trottoir. Il était si près maintenant qu'elle pouvait voir les rides autour de ses yeux. Le gris naissant de ses tempes brillait au soleil. Il se pencha, ramassa le ballon et, se relevant, son regard parcourut la rue. L'espace d'une seconde, ses yeux se posèrent sur la voiture de Sophia. Le monde s'arrêta. Sophia eut l'impression que son âme avait quitté son corps. Il l'avait vue, et il la reconnaîtrait. Son cœur s'arrêta. Le sourire de Michael vacilla une fraction de seconde, il fronça légèrement les sourcils, une ombre d'étrangeté traversant son visage. Il pencha la tête comme pour se concentrer sur quelque chose qui ne collait pas, comme si la voiture anonyme et la femme invisible à l'intérieur étaient une note discordante dans la symphonie de sa vie parfaite. C'était l'écho, le fantôme d'une question qu'il ignorait avoir. Sophia se recroquevilla instinctivement sur son siège, son corps réagissant avant son esprit. Mais à cet instant, du jardin, la voix d'Emma l'appela. « Michael, chéri, Oliver veut que tu lui apprennes à marquer un but. » Le charme était rompu. Michael cligna des yeux et secoua la tête comme pour nettoyer une toile d'araignée. Après un dernier regard confus vers la voiture, il fit demi-tour et retourna dans le jardin, fermant le portail derrière lui. Sophia se tenait immobile, les mains tremblantes sur le volant.
Il l'avait presque vue, et sur son visage, l'espace d'un instant, elle n'avait pas vu un étranger, elle avait vu un homme confus, un homme qui avait ressenti quelque chose. Cette découverte changea tout. Il ne s'agissait plus seulement de sa douleur ou de son besoin de réponse. Le passé risquait désormais de se heurter à son présent sans prévenir. Elle ne pouvait pas simplement s'éloigner, mais elle ne pouvait pas non plus s'approcher de cette porte. Elle était piégée dans une veillée à quelques mètres de la vérité, et elle ignorait totalement quelle serait sa prochaine étape. Sophia passa une nuit blanche dans sa chambre d'hôtel austère. L'image de Michael riant dans le jardin tournait dans son esprit comme un film en boucle. Chaque répétition était une nouvelle torture. Pourtant, au milieu de la douleur, le souvenir de son visage confus, regardant vers sa voiture, lui offrit une nouvelle perspective. La rage aveugle qu'elle ressentait commença à se dissiper, remplacée par une question glaciale, et s'il ne savait pas? Et s'il n'était pas un traître, mais une victime? Tout comme elle avait pris une décision. Elle ne pouvait pas débarquer comme ça à leur porte, il y avait le petit Oliver, et il y avait Emma. Elle ne pouvait pas débarquer comme un ouragan et bouleverser leur vie sans être en sécurité. Il fallait que je lui fasse face, mais en terrain neutre. Il fallait que je le regarde dans les yeux et que j'obtienne la réponse à la seule question qui comptait désormais, te souviens-tu de moi? Le lendemain, le cœur serré, il retourna à l'imposant bâtiment de Williams Innovation. Cette fois, il ne resta pas à la cafétéria. Il prit une grande inspiration et franchit les portes vitrées, pénétrant dans le monde qu'il avait construit. Le hall d'entrée était un espace de marbre et d'acier, froid et minimaliste. Elle se sentait à 1000 lieues de sa chaleureuse maison texane. Avec un calme qu'elle ne ressentait pas du tout, elle s'approcha de la réception. La jeune réceptionniste leva les yeux de son écran. « Bonjour. Puis-je vous aider ?» « Oui, » répondit Sophia d'une voix étonnamment ferme. « J'ai rendez-vous avec Monsieur Williams. Je suis un prestataire logistique américain. » La réceptionniste a vérifié son agenda numérique. « Je ne l'ai pas ici, mais donnez-moi un instant. » Il a décroché le téléphone. « Monsieur Williams, veuillez m'excuser de l'interruption. Une fournisseuse américaine est venue vous voir. Elle dit que c'est au sujet du nouveau contrat d'importation. » Il y eut une pause. « Oui, monsieur. Je vous dis de monter. » La réceptionniste a raccroché. L'ascenseur est au bout du couloir. Étage 32. Le trajet en ascenseur fut le plus long de sa vie. Lorsque les portes s'ouvrirent, il se retrouva dans un espace de réception encore plus luxueux. Quelques secondes plus tard, la porte d'un bureau s'ouvrit et il apparut. C'était lui, vêtu d'un costume sur mesure qui lui allait parfaitement, les cheveux plus courts que dans ses souvenirs. Il la regarda, et pendant un instant, Sophia cessa de respirer. Il s'avança vers elle, lui tendant la main avec un sourire professionnel, malgré une légère hésitation dans le regard. « Bonjour, je suis Liam Williams. Désolé, mon assistant a oublié de noter notre rendez-vous. Comment puis-je vous aider ?» Sophia ignora sa main tendue. Elle ne pouvait pas le toucher. Pas encore. Sa voix s'éleva dans un murmure tremblant. « Quel est ton nom ?» Il cligna des yeux, déconcerté par cette étrange question. Son sourire disparut. « Liam. Liam Williams, ce n'est pas celui que je cherchais. »« Alors Liam est ton nom ?» insista-t-elle, son regard fixé sur le sien, à la recherche du moindre indice de mensonge, du moindre signe de reconnaissance. « Oui, c'est moi, » répondit-il, la confusion grandissante. « Excusez-moi, mais et vous ?» C'était l'heure de vérité, l'instant décisif. Sophia déglutit, le nom qu'elle n'avait pas prononcé à voix haute devant un inconnu depuis des années se formant sur ses lèvres. « En fait, dit-il, je cherchais un sergent, Michael O'Connell. » Le nom le frappa visiblement, non pas par le choc de la reconnaissance, mais par la force d'un écho lointain. Il fronça les sourcils. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il explorait les recoins les plus sombres de son esprit. Le nom résonnait en lui était familier, mais il ne parvenait pas à trouver le lien.
Je suis désolé, dit-il lentement en secouant la tête. Je ne connais personne de ce nom. Il s'arrêta, son regard revenant au sien, maintenant avec une intensité inquiète. Excusez-moi, mais j'ai vraiment le fort sentiment de vous connaître. Je ne me souviens juste plus d'où. Comment vous appelez-vous? Ses propres paroles semblèrent le surprendre. La confusion sur son visage était si sincère, si douloureuse, que Sophia comprit sa réponse. Il n'y avait aucune trahison dans son regard, seulement du vide. Il ne l'avait pas abandonné. Il s'était perdu. Voyant l'angoisse sur son visage et les larmes qui coulaient maintenant librement sur ses joues, Michael Liam s'avança avec une inquiétude instinctive. « Mademoiselle, j'ai dit quelque chose de mal, s'il vous plaît. » Mais Sophia n'en pouvait plus. Son cœur se brisa, mais avec la terrible certitude qu'elle était venue chercher, elle secoua simplement la tête, se retourna et courut. Elle courut dans le couloir vers l'ascenseur, fuyant le regard d'un homme qui aimait une inconnue et rêvait d'un fantôme. Il se tenait là, au milieu de la salle de réception de son empire, complètement seul et plus confus que jamais. Il regarda les portes de l'ascenseur se refermer, cachant la femme qui avait semé la tempête dans son âme paisible. Ce soir-là, assis en face d'Emma, il ne put cacher son malaise. Il la regarda enfin et lui posa la question qui le trottait dans la tête depuis la réunion au bureau, une question qui glaça le sang d'Emma. « Emma, as-tu déjà eu l'impression de vivre une toute autre vie ?» Le voyage de retour fut un supplice silencieux pour Michael. Le visage de la femme, ses yeux emplis d'une douleur qu'il semblait reconnaître, et le nom de Michael ou de Connell résonnait dans sa tête comme un son persistant. Cette nuit-là, il rêva de nouveau. C'étaient toujours les mêmes, des fragments de sensations, pas d'images nettes. La chaleur d'un autre soleil, plus intense que celui de Londres, le goût d'une nourriture épicée qui le faisait pleurer de rire, la sensation de petites mains serrant son doigt. Il se réveillait toujours avec un sentiment inexplicable de bonheur perdu, un bonheur qui contredisait l'histoire qu'il connaissait de lui-même, celle d'un bénévole solitaire et sans famille. Mais cette fois, dans son rêve, l'espace d'un instant, il vit un visage, celui de la femme du bureau. Il se réveilla le cœur battant. Ignorer ces fantômes ne fonctionnait plus. Tandis que Michael luttait contre les vestiges d'une vie dont il ne se souvenait plus, Sophia, dans sa chambre d'hôtel solitaire, affrontait la douloureuse vérité qu'elle connaissait. Il ne l'avait pas abandonnée, le destin l'avait emporté, et un mensonge pieux l'avait tenu à distance. La rage qu'il avait ressentie s'était dissipée, ne laissant place qu'à un amour profond et une immense compassion. Il réalisa qu'il ne pouvait pas faire irruption dans sa vie et le revendiquer. Il avait un fils. Il avait Emma, qui, malgré sa tromperie, l'aimait visiblement et avait pris soin de lui. Détruire son bonheur actuel pour reconquérir un passé perdu lui semblait cruel. Mais il ne pouvait pas non plus le laisser prisonnier de cette cage dorée d'amnésie. Et, par-dessus tout, il y avait Luna. Sa fille avait vécu 9 ans sans père, le considérant comme un héros disparu. Maintenant, elle savait qu'il était vivant et méritait de le connaître. S'il le souhaitait, avec une détermination née du plus profond de son amour, Sophia prit une décision, elle ne se battrait pas pour le reconquérir, elle se battrait pour se le rendre. Elle passa le reste de la journée et une bonne partie de la nuit dans une cérémonie solennelle et déchirante. Elle sortit de sa valise un petit album photo qu'elle avait emporté. Elle les étala sur le lit de l'autel comme des reliques sacrées. Leur mariage était là, tous deux si jeunes et pleins de rêves. Michael tenait Luna nouveau-née dans ses bras avec une tendre maladresse. Ils étaient là, à un pique-nique familial au Texas, sous le soleil brûlant qu'il semblait désirer tant dans ses rêves. Chaque photo était un souvenir heureux, et maintenant, une blessure par arme blanche. Puis, il s'assit pour écrire la lettre. Ce fut la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Il lui raconta tout, qui il était, qui elle était, l'amour qu'ils partageaient, la famille qu'ils avaient fondée. Il lui parla de Luna, de ses yeux et de son obstination. Il a expliqué comment il l'avait trouvée et a ensuite écrit le mensonge le plus généreux et le plus douloureux de tous. « Je vais bien, Michael. J'ai reconstruit ma vie. Je suis heureuse. Je suis avec quelqu'un qui m'aime,
mais tu mérites de connaître la vérité sur toi-même, et Luna mérite de rencontrer son père un jour. Je ne te demande rien, je t'offre juste ton passé. C'est à toi de décider ce que tu en fais. Il laissa son numéro de téléphone, précisant que c'était pour que Luna puisse lui parler s'il le souhaitait. C'était son dernier acte d'amour, le libérer de toute obligation ou culpabilité envers elle. Le lendemain matin, les yeux gonflés par les larmes mais l'esprit serein, elle déposa les photos et la lettre dans une simple boîte en carton. Elle la ferma comme pour clore un chapitre de sa vie. Elle trouva un service de messagerie et se rendit à son bureau dans le centre de Londres. L'employé prit le colis avec désinvolture, ignorant qu'il contenait les fragments d'une vie brisée. « J'ai besoin que ce soit livré aujourd'hui », dit Sophia d'une voix ferme. « Et il est crucial que ce soit remis en main propre, uniquement à Liam Williams. » Alors que le coursier hochait la tête et déposait la boîte dans la camionnette, Sophia se retourna et se dirigea vers la station de taxi sans se retourner. Sa mission à Londres était terminée, elle avait retrouvé son mari et, du même coup, l'avait laissé partir pour toujours. À présent, la vérité voyageait dans une camionnette à travers les rues bondées de Londres, telle une bombe à retardement portant l'adresse de Michael ou de Connell sur l'étiquette. Michael, ou Liam, comme il se connaissait lui-même, passa la matinée suivant la réunion dans le brouillard. Dans son luxueux bureau surplombant les gratte-ciels londoniens, les rapports de marché et les projections financières lui semblaient une langue étrangère. Le visage de cet inconnu et le nom qu'elle avait prononcé Michael ou Connellan résonnaient dans son esprit comme l'écho d'une chanson qu'il n'avait jamais entendue. Il essaya d'attribuer cela au stress, mais ses rêves, ses sentiments de bonheur étranger, étaient devenus plus intenses depuis qu'il l'avait vu. Il se sentait comme un étranger dans sa peau. C'est alors que son assistant personnel entra dans le bureau. « Williams, un colis est arrivé pour vous. Le coursier insiste pour vous le remettre en main propre, il ne vous laisse pas le déposer à la réception. » L'étrangeté de la chose le sortit de sa léthargie. Personnellement, acquiesça-t-il. Quelques instants plus tard, un coursier lui tendit une simple boîte en carton sans adresse de retour, juste son nom, Liam Williams, écrit d'une écriture soignée. La curiosité l'emporta sur sa confusion. Il porta la boîte à son bureau, l'ouvrit avec un cutter et regarda à l'intérieur. La première chose qu'il vit, ce furent les vieilles photos, légèrement décolorées par le temps. Sur la première, il se vit, beaucoup plus jeune, en uniforme militaire, souriant à côté de la femme de la salle. Ils étaient à l'église le jour de leur mariage. Sur une autre, il tenait une petite fille nouveau-née dans ses bras, la contemplant avec une dévotion qui lui serrait la poitrine. Il revit la même fille, un peu plus âgée, à un pique-nique, sous un soleil éclatant et brûlant, un soleil qui n'était pas celui de l'Angleterre. Les images ne lui rappelaient pas de souvenirs clairs, mais plutôt des élans d'émotions pures et non filtrées, une nostalgie d'une vie qu'elle ne savait pas avoir vécue. Sous les photos se trouvait une pile de lettres nouées, surmontée d'une enveloppe scellée. Il l'ouvrit d'une main tremblante, à l'intérieur se trouvait une simple feuille pliée. Il la déplia et commença à lire. La première phrase le frappa comme un éclair. « Mon cher Michael, tu ne t'appelles pas Liam Williams. Tu t'appelles Michael O'Connell. Tu es sergent dans l'armée américaine, ou du moins tu l'étais. Tu es né à Boston, tu as déménagé à Londres avec tes parents, puis tu es retourné aux États-Unis, au Texas, où nous nous sommes rencontrés au lycée. » Chaque mot était une brique tombant du mur de son amnésie. En lisant le récit de la guerre, de l'embuscade, il ressentit une douleur fantôme à l'épaule. En lisant le récit de sa maison au Texas, il put presque sentir le parfum du jasmin que Sophia avait planté dans le jardin. « Nous avons eu une fille, Michael, la fille sur les photos, elle s'appelle Luna. Aujourd'hui, elle a 13 ans et à tes yeux et ton sourire obstiné. Pendant 9 ans, nous t'avons pleuré, nous t'avons attendu, mais l'armée t'a déclaré mort et le monde a continué son chemin, même si nous ne pouvions pas. » Les flashs s'intensifièrent. Ce n'étaient pas des souvenirs visuels, mais de pures sensations, le poids exact de la tête d'un bébé sur son épaule, le rire d'un enfant résonnant dans une pièce haute de plafond, la sensation de la main d'une femme entrelacée avec la sienne, une harmonie parfaite qu'il connaissait par cœur, sans savoir pourquoi.
Il dut s'asseoir, le vertige menaçait de le faire tomber. Et puis il arriva au dernier paragraphe, celui qui allait tout changer. Je suis venu à Londres parce que j'avais besoin de connaître la vérité, et je l'ai trouvée. Je t'ai vu heureux, et même si ça me brise le cœur, c'est tout ce qui compte. Je ne t'écris pas pour te réclamer, mais pour te libérer. Je suis heureuse, Michael. J'ai reconstruit ma vie. Je suis avec quelqu'un qui m'aime et qui tient à moi. Je voulais juste que tu saches qui tu es pour ton bien, et pour que Luna, notre Luna, ait la chance de rencontrer son père un jour, si tu le souhaites. Tu n'as aucune obligation envers nous. Sois libre. Avec tout l'amour que nous avons eu autrefois. Sophia. Au début, Sophia ressentit une pointe de jalousie, elle avait reconstruit sa vie. Elle était heureuse avec quelqu'un d'autre, mais elle relut la phrase et comprit. Elle revit son visage dans son souvenir, ses yeux remplis de larmes dans son bureau la veille. Elle vit la douleur qu'il avait tenté de dissimuler et comprit l'ampleur de son sacrifice. Ce mensonge n'était pas pour elle, il était pour lui. Ce n'était pas un adieu, c'était une délivrance. L'acte d'amour le plus altruiste et le plus cruel qu'elle ait jamais connu était de lui rendre son passé au prix de renoncer à tout avenir ensemble. Il était assis là, au sommet de son empire londonien, avec les preuves de toute une vie étalée sur son bureau. Il n'était plus Liam Williams, l'homme autodidacte. Il était Michael O'Connell, un mari perdu, un père absent, un fantôme qui s'était réveillé et avait découvert qu'il hantait la mauvaise vie. Il prit une photo de Luna, une fille aux yeux brillants qui ne le connaissait pas, et pour la première fois en 9 ans, il ressentit le poids insupportable de la vérité. Il a quitté son bureau non pas en tant que Liam, l'homme d'affaires, mais en tant que Michael, le soldat revenant enfin de la guerre, et est rentré chez lui pour affronter la femme qu'il aimait et dont il savait maintenant qu'elle le sauvait et lui mentait chaque jour depuis 9 longues années. Le voyage de retour de Michael fut une traversée d'un paysage soudain devenu étranger. Les rues animées de Londres, la ville qu'il croyait sienne, lui semblait désormais le décor d'une vie étrangère. L'identité de Liam Williams, l'entrepreneur à succès, le self-made man, lui semblait un costume d'emprunt qui ne lui allait plus. Il roulait vers la femme qu'il aimait, la mère de son enfant, mais une question terrifiante lui revenait à l'esprit à chaque kilomètre parcouru, s'il n'était pas Liam, qui était-elle vraiment pour lui? Emma a toujours su que ce jour pourrait arriver. La peur était sa compagne silencieuse à sa table chaque soir. Ce n'est pas dans le chaos de l'Afghanistan que son mensonge lui paraissait le plus lourd, mais dans la normalité tranquille de sa vie londonienne. Des années plus tard, une nuit, alors que Michael dormait, la curiosité et la culpabilité l'ont poussé à consulter Internet. Elle a cherché des forums de familles de soldats disparus. Sur l'un d'eux, un forum américain, il a vu un message d'une femme nommée Sophia Reyes demandant des informations sur son mari, le sergent Michael O'Connell, disparu dans la même embuscade. À côté du message se trouvait une photo, leur photo de mariage. L'air quitta les poumons d'Emma. Elle vit William, plus jeune, souriant à côté d'une autre femme. Elle revit la vie qu'il avait eue. Elle lut l'histoire de sa fille Luna, l'amour qu'elle éprouvait pour Michael. Elle fut confrontée à la réalité dévastatrice, son bonheur reposait sur la douleur d'une autre famille. Pendant des heures, elle pleura en silence devant l'écran. Son cœur était déchiré, elle aurait pu avouer, elle aurait pu essayer de retrouver cette femme et de lui rendre son mari, mais elle regarda vers sa chambre, où Michael dormait paisiblement, libéré du traumatisme de la guerre. Elle regarda le berceau où son petit garçon, Oliver, respirait doucement et prit une décision égoïste, née de l'amour et de la panique. Elle ferma son ordinateur portable, enfouissant le secret si profondément en elle qu'elle était presque convaincue qu'il n'avait jamais existé. Jusqu'à présent, quand Michael est entré dans la maison cet après-midi-là, elle l'a su. Ce n'était pas à cause de la boîte qu'il tenait à la main, mais à cause de son regard. L'homme qui entrait n'était pas Liam. Son Liam était un inconnu avec le visage de son mari, un fantôme revenu d'entre les morts. Il n'a pas crié, il n'y a pas eu d'accusation, son calme était bien plus effrayant. Elle se dirigea vers la table basse du salon, où les blocs de construction d'Oliver jouaient, et y posa la boîte. Elle l'ouvrit lentement et en sortit une photo.
Elle la fit glisser sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant elle, c'était la photo de son mariage avec Sophia. Emma le regarda avec des yeux remplis de larmes qu'elle avait retenues pendant des années. Sa question n'était qu'un murmure, mais elle résonna dans la pièce comme le tonnerre. « Qui suis-je, Emma ?» Et tout s'est effondré. « Je suis désolée, c'est moi, dit-elle, tremblante de tout son corps. Je suis tellement désolée, mon amour. » Et puis les mots jaillirent, une confession torrentielle qui emporta tout. Elle lui parla de l'hôpital de campagne, de sa solitude et de sa peur. Elle lui avoua comment elle était tombée amoureuse de lui, de sa force silencieuse au milieu de tant d'horreurs. « Je ne savais pas quoi faire, dit-elle entre deux sanglots. Tu étais tellement perdu, et j'avais tellement peur de te perdre. Le mensonge est sorti comme ça, c'était facile au milieu de tout ce chaos. Il lui a avoué la nuit où il a découvert la vérité, la nuit où il a vu la photo de Sophia et Luna. J'ai vu ta douleur, avoua-t-elle, le visage baigné de larmes de honte. J'ai vu la vie qu'on t'avait volée, et j'étais une lâche. Je t'aimais déjà tant. Nous étions une famille. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas tout détruire. Je te jure, chaque jour je pensais à te le dire. Et chaque jour, la peur grandissait. Il l'écoutait sans l'interrompre, le visage imprégné d'une douleur indicible. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, ce qui était pire. Il ressentait une profonde tristesse. Il comprenait ses raisons, sa peur, son amour désespéré. À sa place, aurait-il agi différemment? Peut-être pas. Mais cette compréhension ne changeait rien à l'essentiel, sa vie, son amour, son enfant, tout était né d'une tromperie. La maison qu'il croyait être la sienne était bâtie sur des fondations de sable. Quand Emma eut terminé ses aveux, un silence pesant emplit la pièce. Elle le regarda, attendant un verdict, un cri, n'importe quoi, mais il la regarda, ou plutôt, la regarda à travers elle, comme s'il voyait les fantômes de deux vies qui se chevauchaient. L'amour qu'il ressentait pour elle était réel, l'amour pour son fils était réel, mais la vie qu'ils avaient partagée n'était plus qu'une belle fiction. Emma tendit la main, les mains tremblantes, et osa toucher son bras. « Dis quelque chose, supplia-t-elle d'une voix entrecoupée. « S'il te plaît, Liam. » « Michael, dis quelque chose. » Il cligna enfin des yeux, comme s'il revenait d'un lieu lointain. Il la regarda, et dans ses yeux, Emma ne vit pas l'homme qu'elle connaissait, mais un inconnu empli d'une tristesse aussi vaste qu'un océan. Et elle sut, à cet instant, qu'elle venait de le perdre pour toujours. Les jours qui suivirent la confession d'Emma furent un purgatoire silencieux. La belle maison de Richmond, qui avait été autrefois un havre de paix pour Michael, devint une prison de vérités insupportables. Il emménagea dans la chambre d'amis, créant une distance physique reflétant le gouffre qui les séparait désormais. Emma se déplaçait dans la maison comme une ombre, les yeux gonflés par les pleurs, respectant son silence, mais terrifiée. Il n'y avait ni cri ni reproche, seulement une douleur dense et pesante qui imprégnait tout. Michael se sentait fracturé, un homme divisé en deux parties incapables de coexister. Le jour, il essayait d'être Liam. Il regardait son petit garçon, Oliver, jouer dans le jardin et ressentait une vague d'amour paternel aussi réelle et solide que les murs qui les entouraient. Il était son fils, et l'amour qu'il ressentait pour lui était indéniable. Il voyait Emma, la femme qu'il avait sauvée des ténèbres, qu'il avait aimée et pris soin de lui pendant 9 ans, et, malgré le mensonge, il ressentait le poids de leur histoire commune, le lien authentique qu'ils avaient forgé. Cette vie était tangible, chaleureuse, réelle. Mais la nuit, lorsque le silence régnait dans la maison, il redevenait Michael. Il était assis seul dans le salon sombre, des photos de Sophia et Luna éparpillées sur la table. C'étaient les fantômes d'une vie volée, mais c'étaient les siens. Il ressentait une douleur aiguë, un immense chagrin pour les 9 années perdues avec sa fille. La première dent qu'il n'avait pas vue tomber, le premier jour d'école qu'il n'avait pas suivi, les anniversaires qu'il n'avait pas fêtés. Il pleurait Sophia, imaginant sa quête solitaire et acharnée, sa douleur incessante. Cet amour, bien que spectral, était sa racine, sa vérité originelle. Et au milieu de cette guerre intérieure,
il arriva à une conclusion surprenante, il ne détestait pas Emma. Au fond de lui, il lui avait déjà pardonné. Il comprenait que son mensonge n'était pas né de la malveillance, mais de la peur et d'un amour désespéré face à une situation impossible. Il lui pardonna, tout comme il pardonna et admira Sofia pour son sacrifice ultime, pour l'avoir libérée par son propre mensonge. Le problème n'était pas un manque de pardon, le problème était bien plus profond. Il ne pouvait choisir un amour sans trahir l'autre. Il ne pouvait être le mari d'Emma sans avoir l'impression d'abandonner le souvenir de Sofia. Il ne pouvait être le père d'Oliver sans avoir le sentiment d'avoir trahi Luna. Il était paralysé, tiraillé entre deux mondes, n'appartenant pleinement à aucun. Cette paralysie a duré presque une semaine. Une semaine de silence, de regards détournés et d'une tension insupportable. Je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. Il me fallait faire quelque chose, faire un pas, n'importe quel pas, pour sortir de cette impasse. Un soir, alors qu'il contemplait une photo de Luna, une adolescente qu'il n'avait jamais rencontrée, il prit une décision. Il ne pouvait plus vivre avec l'image d'un fantôme. Il avait besoin de savoir qu'elle était réelle. Il avait besoin d'entendre sa voix. Les mains tremblantes, il sortit la lettre de Sofia de la boîte. Au bas de la page se trouvait le numéro de téléphone, ce portail vers son autre vie. Il s'assit au bord du canapé, le lourd téléphone à la main. Il savait qu'en composant ce numéro, il franchirait un seuil de non-retour. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible, l'œuvre de Leon Williams mourrait à jamais. Elle prit une grande inspiration et composa les chiffres un par un, l'indicatif du pays, l'indicatif régional, un pont de numéro transatlantique. Elle porta le téléphone à son oreille. Elle entendit la tonalité internationale, un son lointain et étrange qui semblait traverser le temps et l'espace, une tonalité, 2, 3. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne lui éclate. Il allait raccrocher, convaincu que c'était faux. Et puis quelqu'un répondit. Ce n'était pas la voix de Sofia, mais une voix plus jeune, claire mais hésitante, la voix d'un adolescent. Bonjour. L'air s'échappa des poumons de Michael. C'était elle, c'était Luna. La fille qu'il croyait avoir perdue, la fille qu'il ignorait avoir jusqu'à la semaine précédente. Elle était réelle. Elle était à l'autre bout du fil, à des milliers de kilomètres. Il voulait dire son nom. Il voulait dire, c'est moi. Il voulait dire, je suis désolé. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Il resta muet, essoufflé, un homme aux prises avec deux mondes, suspendu dans le silence d'un appel téléphonique qui avait tout changé. À l'autre bout du fil, de l'autre côté d'un océan et de 9 ans de silence, la voix de Luna, sa fille, attendait. Bonjour, il y a quelqu'un? Il allait raccrocher. Michael peinait à respirer, à former un mot. Luna parvint à dire, de sa voix rauque et étrange, celle d'un homme qui n'avait pas prononcé son vrai nom depuis 10 ans. Qui parle? Je suis ton père, Luna. Je suis Michael. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'incrédulité et de l'histoire d'une fille qui avait grandi avec un père fantôme. Mon père est mort, répondit-elle d'une voix tremblante et sur la défensive. Ce doit être une blague cruelle. Non, ce n'est pas une blague, dit Michael, les mots se bousculant. Je ne suis jamais mort, Luna. J'ai perdu la mémoire. Je ne savais pas qui j'étais. J'ignorais ton existence. Je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours. La conversation qui suivit fut un torrent d'émotions, maladroit et déchirant. Luna, entre scepticisme et un espoir qu'elle n'osait pas ressentir, lui posa des questions. Elle lui raconta sa vie au Texas, son école, ses amis, et elle lui parla de Sofia. Elle lui raconta comment sa mère n'avait jamais cessé de le chercher, comment à chaque anniversaire de sa disparition elle allumait une bougie, refusant d'accepter sa mort. Elle lui raconta comment sa mère avait gardé vivant son souvenir, non pas comme un fantôme triste, mais comme un héros adoré. Chaque mot prononcé par Luna était comme un clou dans le cœur de Michael. Lorsqu'ils raccrochèrent, 1 heure plus tard, il était assis dans le salon sombre, tremblant.
L'appel ne lui avait pas apporté la paix, mais plutôt une clarté brutale. Emma le trouva là, silhouette brisée dans l'obscurité. Elle sut, sans qu'il ait rien dit, qu'elle l'avait appelé. « Je lui ai parlé », dit-il d'une voix caverneuse. « Elle s'appelle Luna. » À cet instant, Michael sut ce qu'il devait faire. Il n'était plus paralysé. La conversation avec sa fille lui avait révélé la dure vérité, il ne pouvait fusionner ces deux mondes. Essayer serait un acte d'égoïsme suprême qui ne ferait qu'accroître sa souffrance. Ce n'était pas un choix entre Sophia et Emma, car il les aimait toutes les deux à sa manière. C'était un choix entre deux vies, et toutes deux étaient irrémédiablement marquées par la tragédie. Il ne pouvait pas demander à Emma et Oliver de vivre avec le fantôme de son passé, ni demander à Sophia et Luna d'accepter un homme qui avait bâti toute sa vie sur son absence. La seule solution juste, la seule issue honorable, était la plus douloureuse, il fallait tout démolir pour pouvoir construire quelque chose de nouveau sur les ruines. Le lendemain matin, Emma le regarda enfiler pour la dernière fois le costume coûteux de Liam Williams. Une détermination nouvelle se lisait dans son regard, un calme tragique. « Je vais vendre mes parts de l'entreprise », annonça-t-il d'une voix neutre. « Je vais m'assurer que toi et Oliver n'ayez jamais à vous soucier de quoi que ce soit, et ensuite je m'en vais. » Emma se mit à pleurer en silence. Elle ne supplia pas, ne protesta pas. Au fond d'elle-même, elle avait toujours su que son bonheur avait une date de péremption. Ce jour-là, Michael O'Connell, agissant sous le nom de Liam Williams, réunit ses associés. La nouvelle de sa décision soudaine et inexplicable de vendre sa participation majoritaire dans Williams Innovation provoqua une onde de choc dans le petit monde de la logistique londonienne. Il ne donna aucune explication, seulement des instructions. Ses associés, perplexes mais y voyant une opportunité, acceptèrent rapidement. Des appels commencèrent à affluer vers des avocats et des comptables. Le processus de démantèlement de la vie de Liam Williams commençait. C'était une abdication méthodique et brutale de tout ce qu'il avait construit. Tandis que les procédures judiciaires tournaient, il expliqua la situation à Emma. Ce n'était pas un divorce par manque d'amour, lui dit-il, mais une amputation nécessaire. Notre amour était réel, Emma, mais il reposait sur un mensonge qu'aucun de nous n'avait inventé, mais dont nous avons tous deux été victimes. Je ne peux pas continuer à être Liam, et ce ne serait pas juste envers toi si j'essayais d'être Michael dans cette maison. Quelques semaines plus tard, il reçut l'appel de son avocat. La vente était finalisée. Le montant était astronomique, 7 millions de livres. Assis dans son bureau, celui-là même où il avait ouvert le coffre-fort de Sophia, il regarda l'email de confirmation de la banque. Le numéro s'afficha à l'écran. Il avait les moyens de commencer la vie qu'il souhaitait, n'importe où dans le monde, mais l'argent lui semblait froid et stérile. C'était le prix de sa liberté, une liberté qui le laissait complètement seul. Il avait brûlé les navires de son présent pour honorer un passé qu'il ne pouvait reconquérir. Il flottait désormais dans un océan de possibilités, sans aucun port où s'installer. Que fait un homme qui a tout et qui, en même temps, n'a absolument rien? Avec 7000 livres sterling sur son compte en banque, Michael O'Connell était, sur le papier, un homme capable de tout acheter, mais la seule chose à laquelle il aspirait, la paix d'une âme intacte, était inestimable. Il s'installa dans un appartement provisoire, modestement meublé, à Manchester, une ville où personne ne connaissait Liam Williams, et encore moins Michael O'Connell. Dans la solitude de ses murs vides, il s'assit pour faire la seule chose qui lui restait, réécrire la fin des vies qu'il avait interrompues. Il écrivit 2 lettres, les plus difficiles de sa vie. Il écrivit à Emma avec une gratitude qui lui serrait la poitrine. Il la remercia de l'avoir sauvée en Afghanistan, de lui avoir offert 9 ans d'amour et, surtout, de lui avoir donné Oliver. Il expliqua que sa décision de partir n'était pas un rejet de son amour, mais plutôt une douloureuse acceptation qu'il n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. « Je ne peux plus être Liam », écrivit-il. « Et ce ne serait pas juste que tu vives avec le fantôme de Michael pour Sophia », écrivit-il avec un respect et une révérence presque sacrés. Il la remercia pour son amour indéfectible, sa quête inlassable et, surtout, pour son incroyable sacrifice pour le libérer.
Il lui expliqua pourquoi il ne pouvait pas simplement revenir en arrière. 9 ans, c'était une éternité. Il avait changé, elle aussi. Tenter de revivre le passé ne ferait que profaner ses souvenirs et causer une immense douleur à tous. Tu m'as donné la vérité, conclut-il. Et maintenant, je te rends la liberté que tu m'as donnée. Puis, avec la froide logique d'un homme d'affaires, il mit son plan à exécution. Il ouvrit son ordinateur et, par une série de transactions impersonnelles, commença à distribuer sa fortune. 500 000 livres furent transférés sur le compte de Emma. 500 000 autres traversèrent l'océan vers un compte au Texas au nom de Sophia Reyes. Il créa 2 fonds fiduciaires, l'un pour Oliver Williams et l'autre pour Luna O'Connell, dotés chacun d'un demi-million de livres, inaccessibles avant leurs 18 ans. Enfin, il mit en place 2 généreuses rentes mensuelles viagères pour assurer à ses 2 enfants une vie confortable, celle qu'il se sentait, en tant que père, tenu de leur offrir. C'était le seul langage paternel qui lui restait, celui de la responsabilité à distance. L'heure des adieux arriva. Il se rendit une dernière fois chez les Richemond, s'agenouilla devant Oliver et le serra fort dans ses bras, respirant le parfum enfantin de ses cheveux. « Papa a un long voyage », dit-il d'une voix étranglée. « Mais je serai toujours ton père, et je t'aimerai chaque jour de ma vie. » Il tendit à Emma les lettres et les documents légaux. Leurs adieux ne furent pas emplis de larmes amères, mais de la tristesse silencieuse de 2 êtres qui s'étaient profondément aimés, mais dont l'amour avait été victime des circonstances. « Prends soin de toi, Emma », fut tout ce qu'il put dire. « Toi aussi, Michael », répondit-elle en utilisant son vrai nom pour la première et la dernière fois. À l'autre bout du monde, au Texas, Sophia était dans la cuisine de son petit restaurant, parvenant à peine à se maintenir à flot, lorsque son téléphone vibra. C'était une alerte de sa banque. Voyant le montant du virement, elle pensa à une erreur, une fraude. Mais quelques minutes plus tard, un coursier international arriva avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvait la lettre de Michael. Elle la lut sur place, debout, au milieu du parfum des épices, et sentit l'espoir qu'elle nourrissait depuis 9 ans s'éteindre enfin. Elle pleura. Non pas de la perte d'un avenir, mais de la confirmation définitive d'un passé qui ne reviendrait jamais. L'argent n'était pas une consolation, mais c'était une conclusion, un point final. 1 an plus tard, Michael est dans les bureaux de sa nouvelle entreprise à Manchester. Plus petite, elle est prospère. Sa vie est une routine de travail et de solitude. Son téléphone sonne, c'est un appel vidéo. Il répond. 2 visages souriants apparaissent à l'écran. Luna, aujourd'hui âgée de 14 ans, est dans sa chambre au Texas. Oliver, 3 ans, est dans le salon de sa maison londonienne. Michael a connecté l'appel, agissant comme un pont invisible. « Regarde, Oliver », dit Luna en montrant un dessin de fusée à l'appareil photo de son téléphone. « Tu aimes ?» Oliver rit, d'un rire pur et enfantin, et marmonne quelque chose d'inintelligible en réponse. Luna lui sourit avec la patience et l'affection d'une grande sœur. Michael les regarde avec un sourire triste et fier. Ces 2 mondes, autrefois irréconciliables, étaient désormais reliés par ses enfants. Ils étaient l'héritage de sa vie brisée et le seul pont unissant les fragments de son cœur. Elle avait perdu ses familles, mais elle avait veillé à ce que ses enfants ne se perdent jamais. Plusieurs années plus tard, les échos de la guerre et d'une vie brisée avaient trouvé un étrange nouvel équilibre. Les mondes que Michael O'Connell avait tenté de séparer coexistaient désormais dans une paix fragile et lointaine, unis par les seuls ponts ayant survécu à la démolition. Leurs enfants, Michael fidèle à sa parole, ne furent plus jamais Liam. Il s'installa à Manchester et, avec la même ténacité qu'il avait définie comme soldat et entrepreneur, bâtit une nouvelle entreprise de toutes pièces, la transformant en un nouveau succès multimillionnaire. Sa vie était une discipline solitaire. Il renoua brièvement avec ses rares proches restés aux États-Unis, qu'il avait pleuré comme un héros disparu, mais il garda une distance respectueuse. Son cœur, brisé entre 2 grands amours, n'en cherchait pas un troisième. Il resta célibataire, un homme qui avait tout eu et qui ne trouvait désormais son sens que dans son travail et ses 2 enfants. Chaque mois,
sans faute, il s'envolait pour le Texas passer quelques jours avec Luna, et un week-end sur 2, il se rendait à Londres pour être simplement le père d'Oliver. À Londres, Emma poursuivit sa vie avec une grâce paisible. Elle continua son travail d'infirmière respectée, trouvant du réconfort et s'adonnant aux soins. Elle éleva un Oliver heureux et en bonne santé, un garçon qui savait que son père vivait dans une autre ville, mais qu'il aimait inconditionnellement et attendait ses visites avec impatience. Emma ne blâma jamais Michael. Elle comprit qu'ils avaient tous deux été emportés par un courant auquel ils ne pouvaient échapper. Elle trouva sa propre paix, non pas dans un nouvel amour, mais dans la stabilité qu'elle avait apportée à son fils. Au Texas, Sophia devint une légende locale. Son restaurant, Luna's, prospéra, un lieu dynamique de cuisine mexicaine authentique, témoignage de sa force et de sa résilience. Elle devint l'entrepreneuse prospère qu'elle avait toujours rêvé d'être. Michael n'ayant pas entamé de nouvelles relations, son amour pour lui n'était plus qu'un souvenir doux amer, et son énergie se concentra désormais sur sa fille et la vie qu'elle s'était construite. Mais le véritable miracle ne résidait pas dans leur vie séparée, mais dans la connexion qui s'était nouée entre eux. Luna et Oliver, la fille de Michael et celle de Liam, n'étaient pas des inconnus séparés par un océan. Ils étaient frères et sœurs. Grâce aux appels vidéo facilités par leur père et aux visites annuelles qu'il organisait, ils avaient tissé un lien fort et authentique. Par une journée d'été ensoleillée dans un parc londonien, on voit Luna, désormais étudiante en visite à l'université, apprendre à Oliver, déjà un bambin curieux et bavard, à lancer un frisbee. Michael les observe depuis un banc, un sourire mélancolique mais sincèrement heureux aux lèvres. Ce n'est pas la famille traditionnelle dont il rêvait avec Sophia, ni la famille parfaite qu'il a bâtie avec Emma. C'est quelque chose de nouveau, de reconstruit, de fragile, mais de réel. La guerre ne laisse pas que des cicatrices sur le champ de bataille, ces ondes de choc traversent le temps, brisant des avenirs et réécrivant des vies sans demander la permission. L'histoire de Michael O'Connell n'est pas celle d'une fin heureuse, mais celle d'une survie émotionnelle. Pris entre deux vies, il a fait le seul choix qui ne détruirait pas ceux qu'il aimait. Il s'est sacrifié, détruisant son propre bonheur pour que d'autres puissent s'en servir pour reconstruire. Et par cet acte, il a prouvé que, si le destin peut briser des promesses et l'amour romantique se briser, le lien d'un père avec ses enfants est une force capable de construire des ponts sur les ruines les plus désolées, créant quelque chose de nouveau, d'espoir, de durable. Et si vous avez aimé découvrir cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de contenu comme celui-ci et des mises à jour sur l'affaire. N'hésitez pas à laisser votre avis et votre avis sur l'affaire dans les commentaires. Cela aide beaucoup la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine. Oui.